Bonjour, bienvenue. Donc on va avoir un talk d'une demi-heure. On va parler de la sécurisation des appels réseau sous Android de 2009 à 2019. Donc je me présente. Je suis Mickaël Ohaillon, je suis consultant Android chez Xebia, Publicis Sapient Engineering depuis maintenant 3 ans. Et c'est parti. Donc on va commencer par un constat assez simple. Tout le monde, au sens assez large, pas que les gens dans cette pièce, possède un téléphone avec des applications. Ce que je me suis amusé à faire, c'est à aller sur le Google Play Store, à récupérer dans les listes des applications les plus populaires des applications de nature un peu variée. Et donc, bon, vous avez du Netflix, WhatsApp, Outlook, Doctolib, Crédit Agricole, Assurance Maladie. Évidemment, vous avez aussi les applications concurrentes. Donc là, on est à peu près dans les top 100 des applications les plus téléchargées en France. Et en fait, ce qu'on va retenir de toutes ces natures d'applications différentes, c'est qu'elles ont aussi des secrets que vous n'avez pas envie de partager, a priori. Donc sur Netflix, ça pourrait être votre mot de passe plutôt général, sauf si vous utilisez un gestionnaire de mot de passe. Souvent, pour la majorité des utilisateurs, ça va être le mot de passe qu'on utilise un peu sur tous les sites. Sur du WhatsApp, vous allez avoir du message perso, de la photo, de la vidéo. Outlook, ça va plutôt être du travail. Évidemment, vous avez aussi Gmail ou d'autres messageries. Sur du Doctolib, là, on tape directement dans le médical. Donc là, c'est des informations que vous n'avez vraiment pas envie de partager. Pareil pour Crédit Agricole, qui a envie de partager ses informations bancaires avec n'importe qui. Et assurance maladie, bon là c'est sympa, on mélange à la fois des papiers d'identité. Dans d'autres pays, dès qu'on se fait voler son identité, c'est vraiment un parcours du combattant, et aussi du domaine médical. Donc toutes ces informations-là, pourquoi je les ai sorties? C'est parce qu'en fait sur le mobile, comme sur le web, on va en parler, ces informations, c'est vos informations personnelles, ces mots de passe ou informations, vous n'avez pas envie qu'elles circulent n'importe où, n'importe comment. Donc je vous propose un petit voyage un peu dans le temps. Donc on va étudier d'abord comment sur le web on a mis à jour en termes de sécurité nos standards. Et en fait j'ai un peu menti. J'ai marqué de 2009 à 2019, on va remonter quand même un peu avant, en 97, pour du coup regarder c'est quoi un appel réseau, comment ça fonctionne. Donc j'ai réussi à trouver quand même, en cherchant bien, un screenshot d'Amazon.com en 97. C'est pas toujours simple à trouver. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, bon, en 97, tout le monde n'avait pas Internet, loin de là, et tout le monde ne commandait pas sur Amazon comme aujourd'hui. Mais ça veut dire qu'il y avait déjà des sites à l'époque où on avait un compte utilisateur, on avait une méthode de paiement, on avait des informations sécurisées. Donc c'est pas quelque chose de nouveau, c'est pas, enfin depuis les débuts de l'Internet, c'est des choses qui sont arrivées assez rapidement. Et donc en 97, on avait déjà des problématiques de sécurité. On va décortiquer un peu comment ça fonctionne une requête HTTP. Donc j'ai mis un piment sur la feuille du talk, donc ça va pas être très compliqué, on va rester dans des notions concrètes, enfin abstraites plutôt, pour que vous compreniez globalement comment ça marche. Quand vous vous connectez à un serveur, donc le site www.perdu.com existe vraiment, je vous invite à aller le voir. Donc vous vous connectez à un serveur, vous allez demander, donc ça c'est évidemment c'est le navigateur qui le fait pour vous, mais si vous faites exactement les lignes de commande qui sont tapées là, ça va marcher. Vous dites je veux la page / avec le protocole HTTP 1.1, vous rajoutez l'hôte www.perdu.com, et le serveur va vous répondre et va vous dire ok HTTP 1.1 200 ok. Donc tous ceux qui font du développement mobile web on savent que ça veut dire ok, le serveur va répondre quelque chose. Et puis après on a toute une liste d'informations sur la longueur de la réponse, quel est le type de serveur, pas mal d'en-tête. Et finalement, on a la réponse. Et donc là, c'est le code HTML qui s'affichera dans votre navigateur. Et dans un vrai navigateur, il y aura juste marqué étoile, vous êtes ici. On avance, on fait un vrai saut dans le futur. C'est un peu la thématique qu'on a eue aussi à la keynote. On va jusqu'en 2006. Et en fait, un petit constat. Donc, vous pouvez chercher, il y a pas mal de sites qui s'amusent à faire des retours un peu dans le passé de sites un peu populaires. Bon, là, j'ai pris Yahoo. Ce qu'il faut retenir, en fait, finalement, c'est que entre le premier site d'Amazon, le premier screenshot que je vous ai montré, et ce screenshot de Yahoo, finalement, en termes de sécurité, bon, les technologies ont évolué, mais en termes de sécurité, pas tant que ça. On va y revenir après. Et en fait, finalement, ce qui a beaucoup changé, c'est les interfaces utilisateurs. C'est plus joli, c'est plus réactif, c'est plus fluide. Mais finalement, le fonctionnel n'a pas changé. Les besoins sont a priori toujours les mêmes. Par contre, on a un mode de... Enfin, il y a beaucoup plus de gens qui vont être à même de visiter les sites Internet. On avance encore un tout petit peu jusqu'en 2008. Et en 2008, donc là, j'ai trouvé ça sur le blog de Gmail. L'article est toujours disponible. En 2008, ils ont fait un blog post pour dire nous ajoutons une option. Donc oui, on parle bien d'option pour activer HTTPS par défaut sur Gmail.
Ce qui est intéressant, c'est qu'ils disent, à cette époque-là, donc il faut se remettre dans le contexte, c'est que ce n'est pas forcément quelque chose qui est nécessaire pour eux. C'est une couche de sécurité additionnelle si vous êtes dans un café, vous êtes dans une faculté, dans vos McDo ou n'importe où. Mais a priori, à cette époque-là, c'est une sécurité en plus qu'on ne va pas forcément activer, ce n'est pas nécessaire. Alors qu'aujourd'hui, ce n'est pas vraiment le discours qui existe. Et si on rajoute l'option, bah, automatiquement, Gmail va rajouter HTTPS et on va être dans un contexte sécurisé. On avance encore un petit peu, 2009, et donc là, on commence à retomber sur le titre de mon talk. Et là, en fait, on tombe du coup sur le 23 septembre, le jour où sur la homepage de Google, le HTC Magic est annoncé. Donc évidemment, il y avait des téléphones plus ou moins smartphones qui existaient avant, en l'occurrence beaucoup de Nokia où on pouvait se connecter, avec du Wi-Fi aussi, hein, donc c'est pas non plus des téléphones vraiment dépassés. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de septembre 2009, sur le marché français, marché européen, marché plutôt global, on va avoir des téléphones d'une autre nature qui vont commencer à se répandre. Et en fait, le HTC Magic, c'est quoi? Bon, je l'ai eu à l'époque, peut-être parmi vous, vous l'avez peut-être eu aussi. Premier vrai smartphone, on va dire, avec du Wi-Fi, du Bluetooth, des applications, Android Donut. Bon, ça a un peu mal vieilli, mais ça marchait quand même. Et donc, un accès, du coup, en termes de Wi-Fi, qui va se faire ressentir. À l'époque, on avait un ordinateur, souvent filaire, un desktop, portable un peu, et forcément, mais l'accès là, du coup, si chacun a un téléphone, forcément, la manière d'accéder à Internet va être différente. Et du coup, pourquoi est-ce que c'est si important? Pourquoi on dit, bon, il faut mettre du HTTPS, même si a priori, j'imagine que vous êtes tous convaincus qu'il faut le mettre. Ce qu'on peut se poser, c'est pourquoi on fait toute une histoire à propos de ça. Est-ce que c'est facile ou difficile de regarder ce qui se passe quand on n'est que en HTTP? Et ben en fait, c'est assez simple. On va prendre 2 minutes pour prendre un des vecteurs d'attaque. Donc je vais vraiment généraliser, mais concrètement, en principe, vous êtes chez vous ou sur un réseau d'entreprise, pas forcément avec ce genre de routeur qui est plutôt du routeur domestique, mais vous avez votre téléphone ou votre ordinateur, vous voulez aller sur monip.org, ça passe par votre routeur, et puis je vous abstrais tous les dizaines, voire centaines des fois de serveurs qui y a entre les deux, mais vous arrivez finalement sur le site web. En principe, le site web va vous répondre, ça revient à un moment dans votre box, puis sur votre téléphone. Ça, c'est le cas à peu près classique. Un des vecteurs d'attaque, ce serait du coup d'introduire un ordinateur entre le téléphone et le routeur pour analyser le trafic. Et donc, ce qui se passerait, c'est que quand le téléphone demanderait monip.org, ça passerait par l'ordinateur, ça laisserait ou pas avancer le trafic jusqu'au routeur, puis sur Internet. Et pour le retour, c'est pareil. L'idée étant de vouloir intercepter le trafic, donc on se met bien entre le téléphone et le routeur. Ça, aujourd'hui, c'est faisable en quelques lignes. Alors, ça marche pas forcément sur des réseaux d'entreprises un peu fermés, mais sur un réseau domestique, chez la majorité des opérateurs français, ça va marcher. Et concrètement, c'est ce que je vous expliquais. On va dire, bon, sur quelle interface réseau je suis, quelle est en gros l'adresse du téléphone, quelle est l'adresse du routeur. On se met du coup entre les deux dans les deux sens, et le trafic va passer. Si on utilise un petit logiciel comme Wireshark, où il y en a plein d'autres, vous allez pouvoir voir du coup du trafic qui circule. Là, j'ai fait exprès d'aller sur monip.org, qui est encore en HTTP. Si vous avez du coup tout ce que je vous ai montré mis en place, vous verrez la requête réseau qui passe. Et si vous affichez les détails, vous retrouvez exactement ce que je vous ai montré avant. L'ordinateur ou le téléphone qui va demander au site monip.org, donc tout à l'heure c'était perdu.com, mais c'est la même chose, d'afficher une page, le serveur va répondre, et là vous avez tout le contenu en clair. Ce qu'il faut comprendre avec ça, c'est que si le téléphone ou l'ordinateur envoyait un mot de passe, envoyait un secret, ou avait un cookie ou n'importe quoi, un jeton d'authentification, ça apparaîtrait en clair ici. Et donc forcément, c'est là la faille de sécurité, c'est d'avoir très facilement, vous voyez en 2 lignes de commande, en HTTP évidemment, l'accès aux informations sensibles. Sans HTTPS, tout le monde peut voir ce qui se passe. Donc là, on avance encore un petit peu. Là, on va en 2013. Et en fait, en 2013, pourquoi j'ai choisi ce moment-là? Parce que c'est le jour où Facebook, donc site, on va dire, visité, je pense, par 90% de la population connectée à Internet quotidiennement, qui décide d'activer HTTPS par défaut. En fait, comme Gmail, 2 ans avant, ils avaient mis une option sur le site. Et donc, si vous l'aviez, vous étiez en HTTPS. Si vous ne l'aviez pas, tant pis, vous étiez exposé. Donc, jusqu'en 2013, typiquement, ce genre d'attaque pouvait marcher. En sachant qu'entre 2009 et 2013, ça fait en temps Internet, ça fait quand même beaucoup de temps.
Et donc, vous n'avez plus besoin d'activer l'option, vous avez HTTPS qui est en place. Je vais essayer de vous expliquer rapidement comment ça fonctionne, et après on verra pourquoi ça a mis autant de temps en temps Internet à se développer. On va abstraire beaucoup pour que ça reste très simple. En gros, vous allez être sur un système de confiance. Vous allez faire confiance à des gens qui vont faire confiance à d'autres gens. Et si cette chaîne de confiance est respectée, vous allez faire confiance à l'autorité finale. Ça va être beaucoup plus clair dans la slide d'après. En fait, sur votre téléphone, Android ou iOS ou votre poste Windows, Mac ou Linux, vous avez de base dans le système des autorités auxquelles vous faites confiance. Que ce soit des autorités françaises, des autorités Internet, des autorités comme Amazon. Vous avez des certificats, donc ça fonctionne via des certificats principalement, où vous dites, bon, celui-là, je le connais, je lui fais confiance. Concrètement, si vous allez par exemple sur votre ordinateur et que vous allez sur google.fr et que vous affichez les détails du cadenas HTTPS, il va vous dire « Ah, je connais GlobalSign, qui lui, du coup, va valider la Google Internet Authority, qui lui-même a issu un certificat qui est valide pour tous les domaines en google.com. » En fait, ici, on retrouve de manière très sommaire le schéma que je vous ai présenté. Vous, de base, vous faites confiance à GlobalSign, et comme il y a tout un système de confiance, et bien, au final, votre ordinateur va automatiquement accepter le fameux certificat du site google.fr. La question du coup à laquelle on va répondre maintenant, c'est pourquoi est-ce que ça a pris autant de temps? Parce que je vous ai dit, entre 2009 et 2013, c'était que des options, c'était facultatif. En fait, il y a plusieurs raisons. Une des premières, ça va être des prérequis techniques. Pour tous ceux qui ont fait du développement web années 90-2000, vous aviez souvent accès à un serveur FTP tout simple, où vous mettiez vos documents, du HTML, du PHP ou autre, ou les images et JavaScript, et c'était tout. Vous envoyez, et puis c'était disponible sur Internet. Par exemple, sur les pages perso free, c'était le cas, et sur plein d'hébergeurs, c'est plus ou moins encore le cas. Le problème, quand on veut passer à HTTPS, c'est que vous n'avez pas accès à autre chose. Donc si vous pouvez accéder uniquement au contenu et que l'hébergeur ne propose pas de HTTPS, eh ben, votre site ne le sera pas. Parce que ça demande un peu plus de configuration. Et donc tant que les hébergeurs, ce qui est aujourd'hui quasiment le cas pour tous, ne proposent pas d'HTTPS, bah, vous étiez coincé. À moins d'héberger vous-même votre serveur, de faire de votre propre configuration. Un autre problème, donc, entre guillemets, ça va être le prix. Et en fait, ce n'était pas gratuit. Donc là, c'est des prix d'aujourd'hui. Ce que je voulais vous montrer, c'est que ça varie du gratuit, même si ce n'est pas écrit sur le tableau, à du très cher, pour plein de raisons diverses de validation. Des fois, vous envoyez des papiers d'identité, etc., ou d'entreprise pour valider que c'est bien vous. Mais en fait, un constat simple, c'est le développeur du dimanche ou la petite PME, si ça marche et que Facebook ne le fait pas, pourquoi est-ce que ces entreprises-là, elles vont se dire je passe à HTTPS, sachant que les géants du web ne le font pas? Donc pendant très longtemps, c'était une bonne pratique, c'était recommandé, mais les gens ne le faisaient pas parce que c'était un coût en plus d'adoption du HTTPS. Pas de documentation. À l'époque, il n'y avait pas forcément Stack Overflow, Stack Exchange ou autant de ressources qu'aujourd'hui. Et donc, en fait, les papiers étaient là, les spécifications étaient là, mais il fallait quand même faire beaucoup de travail de recherche et de mise en place par soi-même pour arriver à mettre en place HTTPS. Et aussi, peut-être le plus important, le manque d'outils d'automatisation. Le certificat, il a une durée de vie. Bon, ça peut être plus ou moins long, ça peut être du 3 mois, du 2 ans, du 10 ans, ça dépend. Mais le fait de ne pas avoir des outils open source simples, en une ligne de commande qui répondent, qui mettent du certificat HTTPS, et ben forcément, ça réduit fatalement le nombre de gens qui le déploient. Donc au final, pourquoi ça n'a pas été déployé aussi vite? Parce que ce n'était pas si simple. On avance, 2016. Et donc là, on retombe dans le monde du web. En fait, en 2016, donc là, c'est issu de la w3.org. Donc l'idée, c'est qu'ils ont défini une notion de contexte sécurisé. Un contexte sécurisé, c'est un ensemble, enfin c'est un mode en tout cas dans lequel le navigateur va se projeter et dire je suis dans le mode sécurisé, donc je peux accéder à certaines choses ou je ne peux pas. Un exemple très simple, l'accès à la caméra. Vous êtes sur Google Chrome, Firefox ou Edge ou ce que vous voulez. En tout cas sur Chrome, ils ont indiqué l'accès à la caméra nécessite d'être sur un site en HTTPS. Donc forcément, en fait, on va trancher. Enfin, tous les sites qui accédaient à la caméra pour X raisons ou d'autres périphériques, à la localisation, etc., s'ils ne sont pas HTTPS et que du coup ça ne marche plus,
bah, ils sont obligés de passer en HTTPS. Donc là, on est en 2016, donc vous voyez qu'entre 2009 et 2016, on a quand même eu le temps de voir venir. Mais du coup, c'est quand même une décision assez forte pour dire il faut passer, c'est le moment. On avance un tout petit peu jusqu'en 2018, et donc toujours dans la même mouvance. Avant, pour tous ceux qui ont connu le web, je sais pas, même il y a 10 ans, ce qui n'est pas si vieux que ça, avant, on disait il faut que tu vérifies qu'il y ait le cadenas HTTPS. Aujourd'hui, on va même dans l'inverse. Si le site est en HTTP, Chrome indique que ce n'est pas sécurisé. En fait, on a complètement inversé la tendance en disant HTTPS first. S'il n'y a pas de HTTPS, c'est qu'il y a un problème. Et sur Android, parce que c'est aussi l'intitulé du talk, je vous rassure, comment ça se présente? En fait, typiquement, un très bon exemple sur Android 9, à partir de l'API 28, si vous faites un appel en HTTP, le système de base va le refuser. Donc il y a plein d'applications comme ça qui se sont retrouvées du jour au lendemain avec des crashs. Ça ne marchait plus, les appels réseau ne fonctionnaient plus. Pourquoi? Parce que le système, donc c'est au niveau du système, c'est pas au niveau de l'application. API 28 HTTP, c'est bloqué. On peut l'autoriser évidemment. Il y a 2-3 paramètres à rajouter dans l'application, mais c'est quand même une action en manuel en plus. De base, on bloque. Est-ce que c'est simple de passer au HTTPS sur mobile? Vous le savez, a priori, la réponse c'est oui. Et même au niveau serveur, en fait, un des exemples d'autorités gratuites qui proposent des outils d'automatisation qui marchent bien, Let's Encrypt. Aujourd'hui, c'est assez simple, même sur un petit serveur perso. En 2-3 minutes, voilà, un quart d'heure maximum si c'est la première fois, vous pouvez lancer 2-3 scripts et vous aurez votre certificat HTTPS et votre serveur ou site sera disponible de manière chiffrée, sécurisée pour du mobile. Mais du coup, est-ce que tous mes problèmes de sécurité seront résolus juste en lançant Let's Encrypt et ça va marcher? Eh bien non, il nous reste encore un petit peu de temps. En fait, c'est quoi les vrais problèmes aujourd'hui qu'on a en développeur mobile? Eh bien, on a plusieurs risques. En fait, tout le système que je vous ai expliqué juste avant de confiance, eh ben, c'est un système de confiance. Ce que je vais vous présenter là, c'est 2 cas où la confiance a été un peu abusée. Et en fait, on s'est rendu compte que ce système marchait que quand c'était un cercle vertueux. 2015, donc oui, au niveau des allées dans le temps, c'est fait exprès, même si ce n'est pas linéaire. 2015, il y a un article sur le blog de Mozilla où ils se sont rendus compte qu'une autorité, donc quelque chose qui est préinstallé dans vos ordinateurs, se servait un peu en termes d'abus de pouvoir, se servait du fait qu'ils étaient de confiance pour générer des certificats de domaines qui ne leur appartenaient pas. Je m'explique. Vous avez une entité toto.fr, vous voulez générer votre certificat pour que vos utilisateurs aient du contenu chiffré. Et en fait, si l'autorité n'est pas de confiance, peut-être qu'elle pourrait autoriser n'importe qui à générer des certificats valides pour votre site. C'est un peu ce qui s'est passé ici. Donc là, c'est une organisation Internet en Chine qui s'est servi du coup du fait qu'ils avaient des certificats pour générer, comme ils le voulaient, des certificats qui allaient être valides chez les utilisateurs, que ce soit du mobile, du web, du PC, du Mac, n'importe. Donc ça, à quoi ça peut servir? Eh ben, ça peut servir à faire sauter toutes les vérifications que je vous ai présentées avant et pour retrouver du trafic en clair, pour voir ce qui se passe. Les mots de passe, les tokens, pas mal de choses comme ça. Donc j'ai fait exprès de prendre en premier plan la Chine. Je vais vous expliquer du coup en schéma rapidement. Il y a un deuxième exemple. Si vous faites confiance à quelqu'un et qu'en fait dans la chaîne il y a un nœud faible, forcément vous serez victime de ce nœud faible. Mais ce n'est pas lié qu'à la Chine. Autre exemple, en 2013, c'est pour ça que je dis la chronologie n'est pas respectée, mais c'est fait exprès. En fait, 2 ans avant, en France, on a eu le même problème avec l'ANSSI. Donc chez Google, ils se sont rendus compte qu'il y avait des domaines qui avaient été générés pour sans doute faire de l'analyse de trafic. En fait, on ne sait pas. Mais en tout cas, il y a des certificats pour des domaines de Google qui ont été générés, pas par Google. Et pourtant, ils étaient valides pour l'utilisateur final. Donc ce qui s'est passé, vous pourrez aller à l'article, c'est qu'il y a eu de la révocation de certificats pour éviter que ça continue. Mais donc, ce n'est pas quelque chose qui arrive qu'en Chine parce que le contexte technologique est différent. Ça peut arriver partout. Est-ce que ça, c'est possible sous Android? Moi, je vous ai déjà un peu spoilé, la réponse c'est oui. Un exemple concret de la vie de tous les jours, c'est un développeur qui veut débugger son application, savoir quel est le trafic réseau qui passe à travers son téléphone. Et bien en fait, on retombe de manière plus volontaire qu'une attaque, mais vraiment dans ce mode-là. Votre téléphone, vous voulez que le trafic passe par l'ordinateur, puis ensuite vous voulez voir ce qui en résulte. Et donc il y a des outils comme Charles ou Burp ou d'autres MITM Proxy qui sont plus ou moins open source, ça dépend desquels vous choisirez parmi les noms que j'ai cités, mais qui vous permet du coup de voir le trafic. Et ça, comment ça fonctionne?
Eh ben, ça fonctionne justement en installant un certificat faux dans votre téléphone. Du coup, vous avez manuellement la possibilité d'installer un certificat. Vous compromettez la chaîne, le trafic va être déchiffré. Et donc, vous pourrez voir ce qui se passe. Sur Android, c'est toujours un peu le jeu du chat et la souris dans la sécurité. Donc, sous Android, il y a un paramètre à partir d'Android N qui est nécessaire d'ajouter pour pouvoir valider n'importe quel certificat. Ça veut dire que ça, ajouter un certificat, ça ne marche plus automatiquement à partir d'Android N. Certains utilisateurs ont des téléphones routés, déverrouillés, modifiés. Il y a des modules qui vont du coup faire sauter cette limitation. Mais du coup, ça ne concerne pas vos utilisateurs directement, ça concerne des téléphones un peu modifiés. Comment est-ce qu'on fait pour empêcher ça? Est-ce qu'on peut tout contrôler? Eh ben, il y a une piste qui émerge beaucoup, c'est de faire de la certification privée. Et donc l'idée, ce serait de dire, bon, bah, je fais confiance à personne, je vais refaire ma chaîne de certificats. Et donc si moi, je me fais confiance a priori à moi-même, à mon organisation, je devrais éviter d'avoir des intermédiaires qui font un peu n'importe quoi. Est-ce que je peux tout faire avec ça? Eh ben, en fait, ça va dépendre. Je ne peux pas le faire, ce que je vous ai présenté, créer votre propre autorité de certification, vous ne pouvez pas le faire sur des téléphones ou des ordinateurs qui ne vous appartiennent pas. Parce que ça va demander de faire confiance à un certificat externe qui n'est pas présent dans le téléphone. Donc c'est normal, ce système fonctionne comme ça. Par contre, dans le cas où c'est une application Android, qu'on va faire des appels réseau nous-mêmes, on va pouvoir ajouter du code qui va utiliser nos propres certificats, vérifier que c'est bien cela. Un exemple, il y en a plein, pour faire du certificate pinning, c'est comme ça que ça s'appelle, eh ben, ce serait par exemple d'utiliser sur requête HTTP un certificat de pinner et de dire, bon, bah, si j'ai une requête vers api.wikidata.com, je vais vérifier que le certificat correspond à cette signature. C'est une manière de faire. Donc voilà, c'est globalement, en 2 secondes, hein, du certificat de pinning. Vous voyez que ce n'est pas si compliqué que ça. Et ça pourrait même marcher sur une chaîne de certification publique. Vous n'êtes pas obligé d'avoir votre propre autorité de certification. Ça pourrait marcher. Sur la doc d'Android, vous pourrez retrouver très bien, tapez SSL pinning, c'est exactement l'explication que je viens de vous faire en 3 secondes. Est-ce qu'il faut le faire? Au moins l'épinglage, le pinning, donner des signatures en dur, enfin les référencer, c'est une bonne pratique. Le seul truc qu'il faut vérifier, c'est que vous aurez toujours accès à vos certificats ou vous pourrez les régénérer dans quelques années. Si vous perdez les certificats d'origine, bah, toute la chaîne sera invalidée et donc vos applications ne marcheront plus. Est-ce que ça va résoudre tous les problèmes? Il nous reste un tout petit peu de temps, donc non, même si déjà là on a résolu la plupart. De quoi est-ce qu'on devrait se méfier? Eh ben, il y a 2 autres vecteurs d'attaque que je vais vous présenter. Il y a le social engineering. Donc là, en fait, l'idée, c'est de prendre les utilisateurs un peu pour des idiots ou les mettre en face à de la malversation. Et du coup, un très bon exemple, c'est Fortnite. Tous les enfants y jouent. Et en fait, le jeu n'était, je ne sais pas s'il l'est encore aujourd'hui, mais il n'était pas disponible sur le Google Play Store. Il fallait installer un APK disponible un peu à l'extérieur. Et en tout cas, comme c'était des bêtas fermées, etc., les gens voulaient le jeu. Donc il y a des petits malins qui se sont amusés à payer des pubs qui mettaient des liens vers des fausses applications vérolées. Alors des fois, ce n'est pas forcément des gros virus, c'est juste ça affiche de la pub ou ça renvoie des SMS sur un serveur, on ne sait pas trop ce que ça fait. Mais donc là, l'idée, c'est, attention, il faut toujours respecter les canaux de distribution officiels pour éviter que les utilisateurs prennent des mauvaises habitudes en installant ce qui arrive un peu n'importe où. Sur l'action précédente, vous ne pouvez pas faire grand-chose, à part dire mon application est disponible sur le canal officiel Google Play Store ou App Store pour iOS. De quoi on peut se méfier d'autre, par contre, ça va être du reverse engineering. En fait, il y a beaucoup d'outils qui existent qui vont vous permettre de prendre une application et d'essayer de retrouver le code source de manière plus ou moins facile. Ça dépend des efforts mis par les équipes de développement pour le bloquer. Donc là, vous avez APK Tool, principalement Dex2Jar. L'idée étant, vous récupérez l'APK, l'article est en bas, vous explique comment le faire, hein, ça marche très bien, et vous retrouvez plus ou moins des sources à peu près lisibles. De toute façon, les slides, elles seront disponibles sans doute sur le site de Xebicon ou sur Twitter. Il y a d'autres outils qui permettent aussi d'intercepter des appels. Donc là, en fait, on ne va pas récupérer le code source. Par contre, on va détecter que vous appelez un site web, des ressources dans un fichier, et on va pouvoir attraper ces appels et les modifier. Ça demande un téléphone modifié, mais un adepte de la sécurité va l'avoir. Donc, pour le coup, vous n'avez pas forcément le contrôle. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a pas mal d'outils comme ça qui existent, par exemple du SSL unpinning, parce que tout à l'heure on parlait de SSL pinning, des modules qui vont automatiquement faire sauter toutes les restrictions que vous êtes en train d'essayer d'ajouter. Donc ça a des limitations, mais on n'a pas le temps d'en parler ici.
Mais donc ce qu'il faut retenir, c'est est-ce qu'on doit s'inquiéter de ça? Eh ben, en fait, au niveau du mobile, pas vraiment, parce que ce n'est pas vos utilisateurs qui vont être impactés. Ce n'est pas votre utilisateur final qui va avoir une application verrouillée. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, il y a des gens qui vont avoir des téléphones modifiés, qui vont pouvoir voir tout le trafic qui rentre, qui sort du téléphone. Donc en fait, là, par contre, l'équipe serveur, eh ben, elle devrait se méfier, parce que c'est peut-être un autre vecteur d'attaque de gens qui vont prendre les appels que vous faites, essayer des valeurs incorrectes, ce qui est déjà le cas hein, quand on fait une application serveur, mais qui du coup pourrait être un autre axe pour attaquer au serveur. Il ne faut pas se dire c'est une application mobile, donc il n'y aura pas de problème. Petit récap. Franchement, il faut passer à HTTPS si ce n'est pas fait. Ça fait 10 ans que c'est un sujet qui est sur la table, il faut le faire. C'est assez rapide. Le certificate pinning ou épinglage en français, c'est une bonne pratique. Pas forcément besoin d'avoir une chaîne de certification à vous. Rien que des certificats classiques, juste les épingler pour vérifier que c'est bien vous l'auteur, c'est une bonne pratique. Privilégier le Play Store, App Store, etc. Attention, toujours, il y aura toujours un petit malin ou plusieurs qui auront un téléphone dans des conditions particulières. Ça, c'est sûr à 100%. Donc, vous ne pourrez pas l'empêcher, vous pourrez le ralentir. Il y a plein de manières de le faire. Vous pouvez chercher au niveau de l'obfuscation de code. Il y a plein de petites techniques pour essayer d'empêcher ces outils d'arriver à leur fin, mais ils y arriveront généralement. Et attention, en fait, c'est plutôt bien. Si vous passez sur du HTTPS, bah, le risque sera assez restreint. Par contre, côté serveur, il faut se méfier. Il ne faut pas partir du principe que côté mobile, c'est sécurisé pour ne rien faire. Si vous avez des questions, je vous invite, ou des feedbacks, il y a ce QR code qui est disponible et sur l'application Xebicon, vous pouvez laisser un feedback et je suis prêt à répondre à vos questions. Merci. Bonjour. Une des grosses, en tout cas en tant que développeur Android ou développeur mobile en général, un des gros problèmes auxquels on a attrait, c'est pas tant effectivement est-ce que l'appli mobile va être corrompue ou compromise en elle-même. Effectivement, c'est les attaques de serveurs. Enfin, en tout cas, les attaques de serveurs. La plupart du temps, quand on travaille et on doit taper sur une API, on a au mieux, enfin les bonjours, une clé d'API qu'on va rentrer en dur dans le mobile, et les moins bons jours, on va devoir garder des passwords sur le mobile pour pouvoir taper l'API, etc. Vous, en tant qu'expert en sécurité, disons, quels sont, en tout cas au moins pendant cette présentation, quelles sont les bonnes pratiques là-dessus? Est-ce qu'il faut, par exemple, des clés d'API, écrire un morceau de code C natif compilé qui donnera qu'à l'exécution? En tout cas, quelles sont les couches de bonnes pratiques pour qu'on puisse se dire on est relativement sécurisé? Un bon exemple, un des meilleurs cas de sécurité que j'ai vu, c'est sur les NAS Synology, où en fait, ça marche même en HTTP. Et en fait, ils ont réimplémenté toute une chaîne de certification et de signature. Et du coup, ils fonctionnent aussi en clé privée, clé publique, de ce que j'avais pu voir. Et en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que l'appel réseau, forcément, à un moment, il sera visible. Le plus important, c'est comment arriver à générer ce token via des paramètres, que ce soit du mot de passe utilisateur, via de la date, via des paramètres spécifiques à vous, pour essayer de faire en sorte que le petit malin qui intercepte juste, bah, il n'y arrive pas. Dans les outils qui sont disponibles dans la plateforme Android, il y a du chiffrement qui est censé être encadré par les appels biométriques, par exemple, qui vont faire des sortes de coffres sécurisés. Il n'y a pas de réponse magique à ça. La problématique d'une information qui circule, si c'est toujours la même, en fait, c'était ça le point à retenir. Si c'est toujours le même token qui remonte, là, il risque d'y avoir un problème, parce qu'il sera forcément intercepté par quelqu'un. Donc il faut arriver à trouver une mécanique qui permet de générer un hash qui sera valide côté serveur à un moment donné. Et si on le renvoie plusieurs fois, ça ne marche pas. Donc peut-être du bcrypt ou ce genre de choses, ça peut aider, entre autres, puisqu'on est capable de hasher plusieurs fois et de revérifier de l'autre côté. Il n'y a rien sur l'étagère, en tout cas, de ce que j'ai vu qui existe. Mais c'est toujours un peu le jeu du chat et la souris. Après, sinon, une autre solution côté serveur, c'est aussi de limiter, voir de l'inspection. Est-ce qu'il y a des quotas non respectés? Est-ce qu'il y a trop d'appels irréguliers? Ça peut aussi être une bonne pratique.